Donc, on passe au sujet suivant sur l'innovation solaire. Donc, on a toujours tous les ans une petite intervention sur voilà, qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui se profile dans les mois qui arrivent. Donc là, on fait appel à notre spécialiste, notre expert, Michael Feuillet. Est-ce que c'est bon pour toi, Michael? Tu nous entends? Pour moi, c'est tout bon, si vous m'entendez. C'est parfait, je te passe la main. Eh ben, merci. Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie tous pour votre présence. Hein. Je vois 94 personnes connectées. Donc, ça montre toujours la dynamique de la PFA. Moi, j'interviens pour ouvrir le bal, hein, c'est ça, et normalement fermer le bal. Hein, c'est ce qu'on va dire. Chauffer la salle, ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Donc, ouais, on va se plonger un peu sur des approches de l'innovation dans le monde du photovoltaïque avec une approche en 4 temps, avec, je dirais, quelques chiffres sur le marché mondial et puis quelques innovations déjà qui se préparent en France. Mais il va falloir encore un peu de temps. Comment nos technologies des modules évoluent, hein, ça aujourd'hui, c'est vraiment une fusée lancée à pleine vitesse. Hein. Mais on va voir qu'il y a vraiment des nouvelles technologies du futur, entre guillemets, qui se développent fortement, mais pas forcément sur les activités liées au monde du bâtiment. Les concepts et les applications du photovoltaïque, hein, on va voir qu'entre il y a 15 ans où l'objectif était d'injecter tout simplement de l'énergie sur le réseau, on a une multitude aujourd'hui d'opportunités de valoriser cette énergie. Et puis, pour finaliser, voilà, alors ça reste pour moi dans le monde de l'innovation, mais c'est un gros travail qui va devoir se mettre en place, alors pas forcément à notre échelle en tant que professionnel, hein, mais à l'échelle de l'État et du gouvernement, à savoir comment aller vers une approche assez ambitieuse, hein, d'aller vers du recyclage de modules photovoltaïques, parce qu'on va avoir des grosses quantités qui vont arriver, et puis derrière de la matière première qu'il faudra toujours exploiter. Donc juste rapidement, le marché mondial, voilà, on voit qu'on a eu une forte poussée les 10 dernières années, hein, alors, on partait de rien, donc les chiffres sont toujours éloquents, 43% d'augmentation. Et là, on voit qu'ailleurs, on est vraiment calé sur une sorte de métronome avec un marché qui croît, mais avec une sorte de stabilité à plus de 10% par an. Pour citer un chiffre, aujourd'hui, 200 gigawatts produits à peu près en 2022, donc ça représente quand même 2,5 fois le parc nucléaire français, hein, donc c'est quand même pas négligeable en termes de puissance. Et puis 2050, voilà, des milliers de gigawatts qui devraient être installés sur la totalité de la planète. Le marché annuel, donc comme je disais, 200 gigawatts chaque année produits, donc une très belle dynamique, mais on voit déjà que d'ici 10 ans, le marché va subir un petit ralentissement, tout simplement parce que on sera face à un fort démontage de capacité photovoltaïque, hein, des panneaux qui arriveront tout simplement en fin de vie. Et on sera sur un double marché, priorité à faire du repowering ou à implanter de nouvelles installations. Donc on voit cette petite bosse qui s'atténue et puis qui durera quelques années avant de repartir à la hausse. La diapo suivante, Juste une petite remarque, c'est juste un petit chiffre que j'ai vu là, il y a 2-3 jours. Là. Tout ce qui est nouvelle énergie qui s'installe dans le monde, 50% des nouvelles énergies qui s'installent dans le monde, c'est 50% de solaire, et suivi par l'éolien, 25% après suivi par l'éolien. C'est ça. Alors attention, il faut toujours faire un petit bémol. On parle attention si on parle de puissance ou d'énergie. On parle de puissance en général quand on regarde ces statistiques, mais il faut rattacher ça à ce qu'on appelle le facteur de charge, c'est-à-dire la capacité de production annuelle d'un système. On rappelle qu'un système de production d'électricité à énergie fossile, hein, peut tourner 7000 heures par an à pleine puissance, contre 1000 à 2000, voire 4000 heures pour des éoliennes offshore. Donc, juste si je poursuis, donc on voit aujourd'hui plein d'applications différentes, telles que je pourrais citer le BIPV, hein, c'était un peu le début du marché en France, hein, donc ces applications continuent, pas forcément sur des approches de rentabilité, mais pour montrer qu'aujourd'hui, on souhaite allier photovoltaïque et bâtiment et l'intégrer de manière architecturale. Et puis le BAPV, alors c'est encore
une nouvelle thématique, hein, c'est trouver des solutions qui permettent de faciliter l'implantation de photovoltaïque sur des bâtiments existants. Le véhicule integrated, voilà, bon, c'est déjà passé. Mais aussi, c'est des applications sur des engins mobiles, tout type d'engins mobiles, à la fois terrestres et volants, hein. Je citerai le drone solaire, je ne sais pas si vous connaissez, le drone solaire X-Sun, qui est développé depuis maintenant 5 ans à Guérande, hein. Donc c'est un projet français et local, développé par un ami de longue date, donc je me permets de lui faire un petit peu de pub. Et donc ça tourne aujourd'hui, et aujourd'hui ce genre de drone, hein, développé à Guérande, est vendu en Australie. Donc voilà, on peut citer quelques belles réussites françaises. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ensuite? Si Pascal, tu peux avancer, merci. Des applications diverses et variées, hein, le tourisme léger, nomade, même le militaire aujourd'hui s'intéresse au photovoltaïque. Donc ça évolue aussi dans ce genre de domaine. Les routes solaires, même si aujourd'hui les premiers retours d'expérience ont été, on va dire, un peu négatifs, 30% des résultats par rapport à l'objectif, peut-être qu'il faut aussi peut-être continuer dans cette voie. On y arrivera peut-être un jour. Et puis le PV flottant, aujourd'hui, qui en France se développe avec une certaine timidité, mais pourquoi pas demain exploiter certaines surfaces flottantes. Donc on voit aujourd'hui un photovoltaïque, une technologie, des applications, toutes les variées. Si on passe à l'approche suivante, eh ben, voilà, on citera quand même, je dirais, un projet ambitieux, très ambitieux, entre Daniel Linco, hein, c'est ça, hein, Pascal, qui était venu nous présenter Oui, Daniel Linco, oui. Il y a très longtemps, qui est à la base de la création de l'IPVF, hein, qui est situé à Palaiseau, à côté de l'école polytechnique. Et puis l'industriel Voltec, hein, qui aujourd'hui sont sur vraiment ils rebattent les cartes, hein, parce que l'objectif, tout simplement, est de montrer qu'en France, on est capable de faire des productions locales et avec une sorte de rupture technologique basée sur justement cette innovation à technologie perovskite qui permettrait d'atteindre 30%. Donc bon, on attend bien sûr les retours, mais aujourd'hui, on a déjà une ligne pilote, hein, dont les fonds ont été trouvés et qui vont permettre en fait de démontrer peut-être les avantages de cette filière. Donc voilà, très très ambitieux, hein, 5 gigawatts de capacité d'ici 7 ans. On verra, ou on suivra bien sûr cette actualité, mais on espère de tout cœur qu'on arrive enfin à faire des produits de très haute qualité en France et à grande échelle. Et puis juste dernière partie sur l'évolution du marché, on se replonge un peu sur des chiffres, hein, et puis on n'oublie pas que l'innovation, c'est bien sûr la recherche et le développement. Et j'ai réussi à trouver quelques chiffres, hein, qui montrent que l'État fait son travail, hein, soutient la filière R&D avec en jaune quand même une forte augmentation et concentration sur des technologies nucléaires. Donc voilà, on n'oublie pas que la France, voilà, est un leader dans ce domaine. Donc elle essaye de garder son avance technologique avec peut-être de futurs projets. Et puis malheureusement une petite baisse, hein, quand on regarde un peu les chiffres d'un peu plus près, une baisse, hein, dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'énergie. Donc bon, peut-être que l'État décide ou pense que le gros du travail a été fait. Moi, je pense qu'il faut malheureusement continuer à trouver des fonds pour accélérer cette innovation sur le plan national. Donc voilà, et puis sur la partie de droite, juste, on voit deux couleurs majeures qui sont le bleu et l'orange, qui représentent les investissements liés à l'éolien et photovoltaïque. Si on passe à la partie technologie module, toujours ce petit graphique, hein, qui est actualisé régulièrement, presque tous les 6 mois, par le NREL, hein. Donc c'est le laboratoire national de recherche en électrotechnique au niveau des États-Unis, et qui nous montre que voilà, c'est une course sans fin, 4 couleurs de technologie, je ne vais pas toutes les citer bien sûr, mais qui aujourd'hui se développent. C'est la course au premier. Certains sont partis plus tard, on le voit, par exemple on va à Orange, mais on dépend beaucoup plus forte, et on peut imaginer que à moyen terme, peut-être un remplacement, une extinction peut-être des premières technologies, et toujours une mise en application industrielle de technologies très très prometteuses. Mais voilà, on voit que ça tire la bourre, comment dire, et que ça va dans le bon sens de la filière.
Je suis pressé de changer de peu, là. Ouais. Voilà, alors après, bon, c'est pour ceux qui souhaiteraient regarder dans le détail de ce qui va nous arriver. Aujourd'hui, il y a 7 technologies en plus de la technologie actuelle, c'est-à-dire le silicium cristallin, qui sont à différentes échelles de développement, hein, théorique, expérimentale, semi-industrielle. Mais ça, c'est toujours intéressant et c'est bon pour la dynamique du marché de se dire qu'il y en a qui poussent pour peut-être détrôner la technologie actuelle. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez prendre le temps de lire tous les détails sous forme d'avantages et d'inconvénients de ces deux diapos. Si on peut passer juste à celle d'après, Pascal, pour pas que je prenne trop de temps. Alors, laquelle? Parce qu'on a divisé. Ouais, c'était en deux, j'ai vu, merci. Merci, Oui. moi, des fois, je fais les choses un peu trop concentrées, donc vous avez divisé en deux. Donc là, je vais laisser à chaque personne le temps. D'accord, on regarde ça après tranquillement. Tranquillement ces informations. Juste pour revenir aujourd'hui, bah voilà, pour ceux qui ont des futurs projets, ça va tout azimut. On va vous proposer du half-cut, c'est-à-dire de la demi-cellule. Demain, de la short-cut, donc c'est carrément de la cellule décomposée en trois, des shingles, du bifacial, des modules en verre et des modules multibus bar, hein, c'est-à-dire une multitude de petites soudures sur la face avant. Faut imaginer voilà, quelles sont les grandes orientations. Là, on a des chiffres de perspective de développement. On voit en gros que ce serait à moyen terme quand même la demi-cellule et pourquoi pas le verre vert qui pourrait prendre des parts importantes de marché dans les 10 prochaines années, hein, donc de manière représentative 40% pour chacun des marchés. Et puis arriverait le bifacial qui se développe fortement, notamment avec des applications un peu comme le voit tracker, ombrière et centrale au sol. Donc tout ça pour dire, voilà, on reste focalisé sur cette technologie à base de silicium cristallin, mais on voit que les fabricants n'arrêtent pas d'innover avec aujourd'hui ces 5 sous-technologies proposées. On va jusqu'à combien de durée de garantie pour certaines marques ou certaines... Alors, on est à peu près sur des garanties équivalentes. On rappellera tout simplement qu'aujourd'hui, le module le plus durable reste le module glace-glace, hein, c'est-à-dire l'encapsulation de la petite cellule qui est fragile dans 2 bouts de verre identiques, qui permet aujourd'hui tout simplement d'avoir des garanties produits de l'ordre de 30 ans. Donc des panneaux qui vont durer 35-40 ans sans aucun problème. Le problème, c'est peut-être de pouvoir les trouver, ces panneaux-là? Ouais, alors ouais, c'est pas toujours évident de les avoir, hein, mais on les utilise aujourd'hui pour des applications spéciales, notamment lorsqu'on est face à de fortes contraintes environnementales, type station d'épuration et j'en passe, ou projet sur les îles. Après, à voir comment la disponibilité de ces produits évolue dans le temps. Les concepts et les applications qui, comme je disais en introduction, a été tout simple. Hein, le rôle d'un générateur photovoltaïque il y a 15 ans, c'était d'injecter toute son énergie sur le réseau, de lui mettre tout simplement un petit compteur qui fait son job. Et aujourd'hui, on voit que le photovoltaïque de demain, c'est une multitude de solutions. Ça peut être tout simplement, alors je vais vous faire rapidement la traduction, si je commence sur le petit cercle en bas, hein, donc c'est des notions de marché qui sont liées à l'actualité. Comment créer de la flexibilité, comment créer de l'effacement au réseau. Peut-être que le photovoltaïque peut apporter sa solution. Comment stocker, si je remonte sur la partie gauche, comment stocker cette énergie et ensuite la valoriser à des moments, bien sûr, où il fait nuit. Toujours continuer à transmettre et injecter sur le réseau. Continuer à distribuer, donc ça, c'est le nouveau marché qu'on voit apparaître, qu'on peut synthétiser sous l'autoconsommation. On voit aujourd'hui beaucoup de profils de consommation de bâtiments qui correspondent à l'autoconsommation totale. Et puis, la génération, c'est pourquoi pas, à partir de l'électricité, faire d'autres applications de sorte électrique pure et dure. Et puis, si on va un peu vers la droite, on couple tout ça d'ici quelques années avec la mobilité électrique, hein, dont on parle de plus en plus, l'hydrogène qui devrait arriver d'ici 5 à 10 ans selon les dernières perspectives, et puis pourquoi pas la production pure et dure de chaleur. Donc vraiment des concepts et des applications qui sont en plein développement avec, je dirais, cette première approche graphique, et puis sur la page suivante, une approche un peu plus lexicale des choses, alors toujours en anglais,
parce que toujours trouver de la documentation française, c'est un peu compliqué, avec 4 grands domaines liés à l'innovation. Alors, je pense que c'est peut-être un peu petit en termes de lecture directe. Oui. Je vous laisserai tout simplement le soin traduire. de regarder en détail tous ces aspects. Enabling, c'est les possibilités, hein, juste le business model, c'est les sujets dont on parle. Pourquoi vendre, pourquoi autoconsommer, pourquoi aller vendre sur le marché de gros. Tous ces nouveaux marchés seront bien sûr basés sur un nouveau marketing au niveau des designs et des concepts. Et puis, on imagine que nos opérateurs qui pilotent, donc pilotent, c'est-à-dire distribuent, transportent et fabriquent l'électricité en France, vont faire évoluer leur manière de travailler en interne et en externe pour s'adapter justement à cette production décentralisée. Voilà, et puis pour finir, je dirais sur une approche à plus long terme, hein, aujourd'hui, on a des chiffres quantifiés, hein, 94% d'un module est recyclé, avec en grande partie du verre, hein, donc ça, c'est des process qu'on maîtrise. Aujourd'hui, les choses sont très, très bien identifiées. On a une unité qui recycle en France, hein, et qui est totalement opérationnelle. Donc ça, voilà, aujourd'hui, les volumes sont faibles, hein. La filière est encore nouvelle. Mais on peut déjà, quelque part avoir des chiffres assez réalistes. Et puis, si on se projette, je dirais, à moyen terme, je pense que c'est exprimé sur la diapo d'après. Voilà. On voit que aujourd'hui, les panneaux sont encore neufs. Et à un moment, il va falloir démonter, repowerer éventuellement certaines installations. Et là, on parle de dizaines de milliers de tonnes. Notamment la partie sensible, hein. Je fais une extraction du verre, de l'aluminium, etc. Mais la cellule photovoltaïque, hein, ce qu'on appelle le KERF, c'est-à-dire de la poudre de silicium, hein, qu'on est capable aujourd'hui de faire déjà. Et ce serait dommage de se dire que en fait, toute cette poudre ou tout ce silicium qui a été importé, on n'est pas capable de le garder sur le territoire pour ensuite le valoriser nous-mêmes, pour peut-être aussi à moyen terme refaire des modules photovoltaïques sur le territoire. On imagine, l'idée ce serait de garder la matière première qui a été importée pour ensuite la revaloriser sur le territoire. C'est ambitieux, c'est complexe, mais c'est une des stratégies actuellement développées par le gouvernement. Et puis l'autre approche, donc en plus de cette approche de recyclage sur le territoire, c'est l'approche bas carbone. Alors on peut se féliciter d'être presque le seul pays en Europe à avoir introduit ce critère. Alors pour des projets supérieurs à 100 kW, mais aussi pour des appels d'offres, donc pour les grosses centrales. Mais quand on commence à gratter sur ce qu'est aujourd'hui un bilan carbone, on reste déçu. On reste déçu tout simplement parce que la partie carbone concernant le transport n'est pas prise en compte. Une partie des matériaux qui représentent quand même souvent plus de 50% de la masse du module ne sont pas pris en compte. Donc c'est à la fois un premier effort salutaire, mais en même temps une réalité qui n'est pas forcément à la hauteur des ambitions. Donc là, aujourd'hui, il y a encore tout un travail complexe qui va se jouer au niveau européen pour tendre vers des restrictions. Alors, justement, restriction, c'est peut-être pas le bon terme parce que ça ne va pas plaire aux autres fabricants, mais d'aller vers cette tendance aussi de bas carbone dans l'industrie du photovoltaïque et j'espère à l'échelle européenne dans les prochaines années. Voilà pour cette première partie. Oui, merci. Parce que on a une question, Michael, par rapport à l'éventuel intérêt de mettre du bac acier blanc. Est-ce que ça a un intérêt, notamment peut-être si on a des modules bifaciaux, et si oui, qu'est-ce que ça pourrait apporter en plus? Ouais, alors on pourrait ressortir une étude qui appartient aujourd'hui à Laurent, hein. Il m'avait missionné justement au début de son projet sur la face nord. Et moi, j'avais démontré par logiciel que le bac acier pouvait être une bonne solution avec des panneaux éventuellement bifaciaux ou des panneaux standards, à condition de créer quand même des espacements entre les rangées. Donc, ça veut dire quand même modifier
le calpinage, comme on dit, d'une installation classique. Si les modules sont fixés d'un seul tenant et que le blanc n'arrive pas à ressortir à certains moments, malheureusement, le gain reste très faible. Mais si on combine justement espacement entre rangées, bac acier blanc, ça va permettre de créer ce phénomène d'absorption complémentaire et puis notamment de faire une diminution de la température tout simplement de la couverture, puisque le blanc absorbe moins le rayonnement solaire que les autres couleurs. Une question, Michael, par rapport à l'innovation. Parce que quand on voit les évolutions de 2005 à 2021, j'ai quelques chiffres. Là, la Chine est passée de 6 à 70% du marché mondial, de production sur le marché mondial. C'est ça. En Europe, on est passé, nous, de 2005 à 2021, on est passé de 28 à 3%. Donc, vraiment, on a une production absolument marginale. Est-ce qu'en termes d'innovation, c'est les Chinois qui mènent la danse ou on a encore une chance? C'est complètement paradoxal parce qu'aujourd'hui, non. Justement, moi, j'ai la chance justement d'être un peu au cœur de ça, de voir ce qui se passe au niveau des laboratoires de recherche. On a aujourd'hui le perovskite, c'est une innovation INSA, Rennes, donc c'est local. On a des grands spécialistes reconnus aujourd'hui à l'international qui travaillent à l'IMN, donc CNRS à Nantes. On a aujourd'hui l'INES à Chambéry qui commence à avoir des reconnaissances au niveau international. Je citerai aussi l'école polytechnique à Paris qui travaille mais sur des aspects un peu plus énergétiques. L'IPVF aujourd'hui qui est quand même en mesure d'aller plus loin que des stades de recherche et de lancer cette future technologie. Donc non, on a des bons chercheurs en France, environ 200 qui sont très reconnus, qui publient, qui ont les équipements pour développer ces technologies, mais on n'arrive pas à passer à la phase prototype semi-industrielle et puis industrielle. Donc là, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle d'avoir justement Voltec qui se lance, on l'espère, dans cette technologie un peu. Oui, parce que là, c'est clair, on a une dépendance vis-à-vis de la Chine. Là, notre chiffre, 79% des capacités de production comment ça s'appelle, du silicium, pardon, les blocs, la matière première pour faire les panneaux, pour faire les wafers, découper les cellules et tout ça. C'est chinois, donc il y a une dépendance absolument hallucinante de la Chine. Et donc, voilà, est-ce qu'on est capable, nous, de relancer une filière avec fabrication des lingots pour pouvoir… c'est de la chaudronnerie, à la base. C'est de l'énergie aussi. C'est de l'énergie, en fait. On prend une grosse bouilloire et on fait cuire tout ça. Donc, on a toutes les compétences en France. Oui, c'est ça. Après, c'est la volonté. Faire fondre du fer ou du silicium dans la première étape de fabrication, en tout cas, ce n'est pas des choses très complexes. Et puis aujourd'hui, fabriquer et assembler un module photovoltaïque, on a des robots qui le font très bien. Ouais. Donc non, il manque cette impulsion et ce soutien financier de l'État français. Oui, absolument. Même à l'échelle européenne. Je termine là-dessus parce que c'est quand même assez important. Donc, en gros, par rapport à la Chine, les coûts de production sont 35% moins importants, moins inférieurs aux nôtres, et c'est moins 20% par rapport aux États-Unis. C'est étonnant que les États-Unis arrivent à être plus compétitifs que nous, Européens. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à activer sur un même laps de temps toutes les échelles de fabrication. Quand on regarde aujourd'hui, on peut discuter avec les Suisses, Meilleur Burger. Ils font un très très beau travail aujourd'hui de sourcing, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous montrer d'où vient l'acier, d'où vient l'aluminium, d'où vient le verre, mais ils n'arrivent pas à avoir la totalité des composants qui permettent de faire un module dans une usine de A à Z. Et c'est ça qui crée justement aujourd'hui le fait que la France, on a des fabricants, on va dire, assembliers, mais peu de fabricants qui maîtrisent toute la chaîne.